Bienvenue Asma Ben Slimane. Merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Je rappelle que vous êtes président de l'association Bébés du Maroc. Exactement. Alors première question, pertinente ou impertinente, je n'en sais rien. Vous en fait c'est les bébés du Maroc, des bébés qui vous intéressent et non pas la conséquence ou l'environnement propice à ce qu'on ait des enfants et des bébés. Oui, ça nous intéresse les bébés et aussi les parents de bébés. Mais bon, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de débats aujourd'hui sur les libertés individuelles, plein de débats de société, conservateurs, modernistes, progressistes. Et vous, en tant que présidente de l'association Bébés du Maroc, vous en pensez quoi? Moi, en fait, quand j'ai entendu le chiffre de 24 bébés abandonnés en 2010, et qui est un chiffre estimatif, vraiment, ça m'a poussé à créer cette association. Parce que c'est vraiment c'est ce chiffre qui nous a poussé en tant que groupe de jeunes à créer à l'époque l'association Bébés du Maroc, parce qu'on trouve insensé d'avoir dans notre pays un bébé abandonné chaque heure. Donc vraiment, c'est inacceptable dans notre société. Et on s'est dit, la meilleure place pour un enfant, c'est lui trouver une famille. Et on a commencé à faire la promotion de la procédure de la kafala et à encourager les Marocains à prendre en charge ces enfants. Et bien sûr, le plus tôt possible, entre la naissance et 3 ans. Mais nous, au niveau de la société, au niveau de l'association Bébés du Maroc, je disais que la conséquence des relations hors mariage, ce sont des bébés abandonnés actuellement au Maroc. Donc nous avons lien direct entre relations sexuelles hors mariage entre adultes consentants. Vous êtes bien d'accord? Exactement. Voilà. Pour vous, ça se traduit par l'abandon de bébés quotidiennement. Exactement, donc, parce que ces bébés n'auraient pas dû être abandonnés s'ils étaient dans des relations normales que la société marocaine accepte. C'est-à-dire que quand on est marié, on n'abandonne pas son bébé s'il y a un accouchement. Bien sûr, on ne peut pas abandonner notre enfant. Voilà, pour nous, donc c'est la conséquence. Et donc, on doit faire de notre mieux pour éduquer surtout les jeunes, éduquer les jeunes à se protéger. Si on doit avoir ces relations, et bien sûr, qui sont actuellement interdites par la loi, il faut prendre toutes ces précautions pour ne pas avoir des enfants à abandonner. C'est-à-dire quand vous dites ça, parce que tu prends les précautions, c'est quoi? C'est de faire attention, de trouver un endroit extrêmement discret, c'est de se protéger. Moi, je ne veux pas qu'on arrive au stade d'abandonner un bébé. Ça, c'est la conséquence la plus grave d'une relation hors mariage. Donc ça veut dire qu'il faut faire quoi? C'est-à-dire que vous considérez qu'en fait tout le débat aujourd'hui sur la réforme du code pénal, c'est pas là le véritable enjeu. C'est pas le véritable enjeu, parce que le véritable enjeu, c'est que nous avons presque 8000 bébés abandonnés par année. On a des orphelinats qui sont bondés et on a une population qui n'est pas très chaude pour la kafala et qui préfère des filles au lieu des garçons et qui stigmatise ces enfants. Mais donc, en même temps, aujourd'hui, d'ailleurs, il y a eu, je ne sais pas si vous avez vu la dernière étude du HCP, le Haut Commissariat au Plan, on se marie de plus en plus tard, les hommes à 31 ans, et les filles également de plus en plus tard. Exactement. On est sur une moyenne de 25-26 ans. Oui. Pendant ce temps-là, on fait comment pour sa sexualité? Est-ce que simplement se protéger, se prémunir, c'est suffisant? Ou alors il faut essayer de trouver aussi une solution consensuelle juridique et aussi qui soit alignée aux dynamiques sociales et sociétales du moment? En fait, ça reste une décision individuelle. Chacun peut trouver ce qui lui fait plaisir à lui et qui ne touche pas à la société. C'est-à-dire chacun doit se préoccuper de sa propre liberté et non pas des libertés exprimées en tout cas par les autres. C'est ça en fait. Donc, exactement. Individuellement, chacun, il va trouver sa solution à lui. Mais à condition qu'il ne touche pas à la société. Parce que notre liberté se termine quand on commence la liberté des autres. Mais on voit que c'est très, très, très compliqué, très tendu aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je me dis, je vais prendre contact avec Asma Slimane, qui est présidente d'une association Bébés du Maroc, pour essayer de voir aussi les véritables enjeux. Parce que vous êtes beaucoup plus sur les conséquences. Exactement. Nous sommes de ça qui n'est pas réglé. Mais en même temps, il faut trouver des solutions pour régler la problématique de ces libertés sexuelles hors mariage entre adultes consentants. Et vous faire réagir aussi sur le fait que, il y a quelques jours, il y a une étudiante qui, dans une faculté, la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Mohammedia, qui s'est mise à danser lors d'une fête organisée. Vous êtes au courant? Oui, je suis au courant. Fête organisée.
Il y a des étudiants qui ont crié au scandale. Le top management de l'école s'est saisi de l'affaire, a transmis ça au ministère de tutelle. Donc on voit que rien qu'une vidéo aujourd'hui, en 2019, on est le 2 décembre, diffusée sur les réseaux sociaux d'une jeune étudiante en train de danser, ça pose problème. Est-ce que c'est normal ça? Oui, c'est l'interprétation qui a été faite de cette vidéo. Parce que d'après ce que j'ai lu, l'étudiante participait à un événement artistique. Et, organisé par l'école et par les étudiants. Organisé par les étudiants et organisé par la faculté. Et elle a été prise en vidéo et rien n'a été dit. Et ce qui a été dit, c'est qu'elle était en train de danser dans l'amphithéâtre d'une faculté. Donc l'information ou bien l'événement a été transformé pour lui donner une autre dimension. Et c'est pour ça que ça a créé ces réactions. Comment vous l'expliquez, vous, ces réactions est-ce que c'est simplement parce qu'on a décontextualisé la scène, c'est-à-dire la fête estudiantine organisée dans une université, ou le fait qu'on a aujourd'hui des populations qui sont de plus en plus intolérantes, parce que là, il y a une jeune fille, il y a aussi peut-être tout l'imaginaire masculin primaire qui s'est actionné. Donc voilà, on est vraiment sur des vrais sujets où une simple vidéo d'une étudiante en train de danser, ça pose problème dans notre société aujourd'hui. Oui, parce que c'est ce que je vous disais, on a besoin de l'éducation. On a besoin de l'éducation. Éduquer sur les libertés. D'abord, on doit éduquer, c'est quoi ces libertés? Parce qu'il n'y a pas que les libertés sexuelles. Il y a plusieurs libertés. Et ces libertés, on doit éduquer nos enfants dès leur jeune âge sur c'est quoi ces libertés, où est-ce qu'elles s'arrêtent ces libertés. Et si on transgresse ces libertés, qu'est-ce qu'on va avoir comme conséquence? Est-ce que vous êtes favorable, vous, Asma Ben Siman, est-ce que cette éducation sexuelle dont vous venez de faire référence, ce soit une matière enseignée? Oui, je suis bien sûr d'accord. À l'école Oui, bien sûr. À l'école, il faut que ce soit à l'école. Il faut que ce soit à l'école et dès le jeune âge, je pense au primaire, ça serait mieux. Et comme ça, on aura bien sûr des adultes qui sont bien conscients, mais même s'il leur arrive d'avoir des relations hors mariage, ils doivent avoir en tête, il n'y a pas que les enfants abandonnés, il y a aussi le sida. Hier, on a célébré la journée internationale du sida, et on a vu des cas qui témoignaient, et vraiment c'était lamentable. Le nombre de personnes atteintes au sida est en augmentation dans notre pays. Donc il y a aussi la sensibilisation à faire, mais en tout cas par rapport à cette affaire et la dimension qu'a pris cette affaire de cette jeune étudiante en train de danser, c'est quelque chose aussi, c'est peut-être un indicateur de se dire attention. Exactement. Il y a quelque chose de pas normal qui continue à se produire. Exactement, exactement. Et même ceux qui ont pris la vidéo, qui l'ont mis en ligne et qui l'ont décontextualisée, c'est vraiment, ils ont commis une atteinte à la liberté de cette étudiante et même à l'image de la faculté, parce que la vérité n'a pas été dite. On revient sur votre sujet, votre champ d'expertise, les bébés. Oui. Au-delà, on ne va pas revenir effectivement sur la bataille des chiffres, parce qu'il y en a qui ont dit oui, mais effectivement 24 bébés par jour, ce qui avait fait l'objet d'une étude, vous avez dit en 2010, qui a donné naissance, sans vouloir faire de jeu de mots, à Bébé du Maroc d'ailleurs, à cette époque-là, parce qu'un abandon c'est déjà trop. Oui. Mais c'est quoi les solutions? Est-ce qu'il y a des solutions, j'allais dire, pratiques aujourd'hui? Parce que tout le monde est d'accord sur le diagnostic, au-delà de l'estimation des chiffres, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui peut être fait pour l'abandon des bébés? Pour réduire le nombre d'abandons des bébés? Déjà, pour réduire à la source l'abandon de bébés, il nous faut un vrai programme d'éducation sexuelle. Et il faut éduquer même ceux qui ne sont pas à l'école. Parce que malheureusement, on a une tranche de la population qui se trouve en dehors du système scolaire. Oui, l'abandon scolaire. À cause de l'abandon scolaire. Donc, il faut trouver les moyens pour toucher même cette population qui est vulnérable et qui se trouve que, par accident, ils se trouvent des mères célibataires. Et bien sûr, qu'on doit, bien sûr, même les mères célibataires, la deuxième action, il faut, une fois le problème est arrivé, il faut encourager la société civile ou même avoir des lois qui encouragent ces mères célibataires à garder leurs enfants, à ne pas les abandonner. C'est-à-dire, parce que là j'ai vu que l'INSAF a proposé d'instituer l'abandon légal.
Est-ce que c'est voilà, de faire en sorte que une maman célibataire qui accouche, quelle est la possibilité de déclarer la naissance de son enfant au tribunal de la famille? Oui, Voilà. oui, c'est de ça de quoi je parle. Ouais. Donc, une fois l'enfant est né, il faut qu'il y ait, parce que c'est un enfant qui doit être traité normalement comme tous les autres enfants. Il est arrivé au monde, il doit avoir ses papiers, il doit avoir, il n'a pas, c'est vrai, il n'a pas il a une maman, mais il n'a pas un papa déclaré, mais il a le droit d'avoir ses papiers, il a le droit de... C'est-à-dire que pour ça, il faut qu'il soit inscrit à l'état civil. Il faut qu'il soit inscrit à l'état civil, il faut que la maman ait des ressources financières pour subvenir à ses besoins, et si on n'a pas, on doit l'encourager à trouver un travail, la former. C'est ce que fait actuellement l'association INSAF et l'association de Madame China, Oui. l'ASF. Ils font un travail Dans ce sens, salutaire, donc dans ce domaine. Donc, et voilà. Et l'autre volet que nous défendons, nous, c'est d'encourager les familles marocaines à prendre en kafala ses enfants, et le plus tôt possible. Parce qu'une fois ils tardent dans les orphelinats, ils vont avoir des problèmes psychologiques. Je ne dis pas que les orphelinats leur créent ces problèmes, mais déjà c'est l'absence de parents, l'absence de l'affection dans le bas âge qui crée des problèmes psychologiques, Mais manque affectif. Avant d'arriver à ce stade-là, je veux dire, le père biologique, qu'est-ce qu'on en fait? Bah, je sais que... Il fait ce qu'il a à faire, il y a une naissance, il abandonne aussi le test d'ADN... son partenaire, et puis le bébé. Le test d'ADN, c'est normalement... très développé aujourd'hui, les tests d'ADN. Oui, il y a même les algorithmes qui permettent aujourd'hui de pouvoir identifier, de faire de l'identification faciale. Oui, bien sûr. Donc, le test d'ADN doit être obligatoire. Il doit être gratuit dans ces cas. Parce que c'est encore cher dans notre pays. Mais il doit, dans ces cas, être vraiment gratuit pour vraiment arriver à identifier le papa et lui appliquer la loi. C'est la loi qui est de reconnaître l'enfant et donc d'assumer. Exactement. Sur les mères célibataires qui sont... j'allais dire, à l'origine de ces milliers de bébés abandonnés chaque année. J'ai vu en préparant votre venue à ce moment qu'il y avait des pays, pas très loin d'ailleurs de chez nous, la Turquie ou l'Égypte, où il y a des agents de l'état civil qui sont détachés dans les hôpitaux pour reconnaître immédiatement, juste après l'accouchement, le bébé. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui pourrait être une solution pratique chez nous, selon vous, et adaptable? Le reconnaître comment? C'est-à-dire lui faire ses papiers sur place. Bien sûr, c'est la maman qui déclare la naissance de son bébé. Donc il y a un agent d'état civil qui est là pour le... Pour tous les enfants qui sont nés ou bien juste pour les enfants qui n'ont pas de papa déclaré? Pour les enfants qui n'ont pas de papa déclaré. D'accord. Dans ce cas précis. Parce que les enfants, j'allais dire, quand il y a une maman qui assume... c'est une des mesures qui pourrait réduire le nombre d'abandons. Parce que je me dis, voilà, je me dis, bon, diagnostic on connaît, problématique on connaît, la perception et l'analyse de Asma Bensiman, je ne sais pas. Donc c'est pour ça que d'où l'intérêt de... Au lieu d'arrêter la femme, au lieu d'arrêter la maman qui vient d'accoucher et de lui dire vous étiez impliqué dans une relation hors mariage, donc vous devez être arrêté conformément à l'article 490 du code pénal. Autant reconnaître l'enfant, il est là, donc reconnaître l'aider à reconnaître son enfant, à l'inscrire, et après l'aider aussi à identifier le papa. Donc ça, pour vous, ça pourrait être, ça pourrait être une bonne solution. Ça pourrait être une bonne solution. Parce que là, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit, voilà, c'est vrai qu'il est cruel de toute façon de constater le nombre de bébés abandonnés tous les jours, mais en même temps, essayer de trouver les solutions pour pallier à cela. C'est une bonne solution. Donc là, du coup, on est en plein projet de loi de finances, validation au Parlement, ça a été validé à la première chambre, en deuxième chambre, et je me dis, mais pourquoi, la deuxième question que je voulais vous poser, Asma Bensiman, pourquoi il n'y a pas d'ONG ou en tout cas une alliance d'ONG qui exerce du lobbying auprès des groupes parlementaires pour ça aussi, pour ces choses-là. Ceux qui veulent défendre l'impôt sur tel ou tel produit, ils sont organisés en lobby, ce qui se fait partout dans le monde d'ailleurs. Chez nous, ça se fait pas trop. Voire ça se fait pas du tout. Notre objectif... En tout cas là-dessus, pour tout ce qui est bébé, tout ce qui est relations sexuelles en mariage, tout ce qui est question sociétale. Notre objectif, quand on a créé l'association Bébé du Maroc, c'était
un des objectifs, c'était de réunir la société civile qui travaille dans ce domaine de l'enfance abandonnée et d'essayer d'avoir un seul cahier revendicatif, si on veut l'appeler comme ça, et de partir ensemble faire du lobbying. Ça, c'était un de nos objectifs. Quand on a fait les 6 éditions du Salon de la Petite Enfance et de la Kafala, il y a eu l'idée de créer un collectif Kafala. Donc le collectif Kafala a été effectivement créé, mais il s'est avéré qu'il y a eu entre les membres de ce collectif, il y a eu des divergences après de points de vue. Donc, ce qui a fait que ce collectif n'est pas allé très loin. C'est ça le problème. Donc, mais l'idée était là. L'idée était là au début. On a essayé, mais bon, on doit réessayer peut-être. Non, parce que je me dis qu'il n'y a aucune organisation, en tout cas de lobbying, composée d'ONG, qui lorsqu'il y a a cette capacité à faire du lobbying auprès des parlementaires et des groupes parlementaires. Et je trouve ça dommage. Parce que surtout aujourd'hui, en plein débat sur les questions sociétales, réformes ou pas des dispositions juridiques du code pénal, sur la kafala aussi, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'attentes aussi d'acteurs comme vous pour une rénovation si la kafala est un assouplissement. Sur les bébés abandonnés, il n'y a pas. Il n'y a pas de lobbying qui est fait sur les groupes parlementaires. Voilà, c'est peut-être pour ça. Mais juste sur la kafala, aujourd'hui, toujours aussi compliqué d'adopter. En fait, il y a une procédure qui prend quelques années. Oui. Et ça diffère si c'est une fille ou un garçon, parce que les filles se font très très rares. Se font très rares, c'est-à-dire les filles, malheureusement, bon, je ne vais pas généraliser. On est dans une société où il y a plus de femmes que d'hommes. Oui, mais les filles n'arrivent pas aux orphelinats. Quand une femme, par exemple... C'est-à-dire que quand, par exemple, une mère célibataire accouche d'une fille, elle n'arrive que rarement à l'orphelinat. Elle disparaît dans la nature. Bien sûr. Elle est, je vais pas dire vendue, mais donnée à des familles qui la prennent en charge. Hors procédure. Hors procédure, voilà, hors procédure. Et ça, c'est des cas. Aussi, je dirais pour les garçons, on en trouve. Et il faut suivre la procédure. Donc ça prend du temps quand même. Pourquoi les filles sont plus prisées, j'ai envie de dire, que les jeunes garçons? Il y a trois catégories de personnes ou de perceptions chez nous. Il y a ceux qui insistent pour avoir une fille parce que pour eux, ils vont avoir plus de rétribution par Dieu, oui. Ajr. Adopter une fille, pour eux, c'est avoir Beit fil Jannah. D'accord. Alors que il y a une citation du prophète qui dit que Ana wa kafilul yatim kahatayn. Il n'a pas précisé si c'est un garçon ou une fille, donc il n'a pas précisé. Mais bon, il y a des gens qui ont cette perception. Il y a aussi des gens qui disent que la fille est plus tendre, plus affective que le garçon. Une fois elle sera grande, elle va prendre soin d'eux convenablement. Ça, c'est une perception. Il y en a d'autres qui disent que la fille, ils considèrent que cette fille qu'ils vont prendre en kafala est le projet d'une bonne. Donc ils préfèrent l'avoir. J'adopte une jeune fille, comme ça elle va assurer le travail domestique et le travail de maison. Elle ne va pas aller à l'école, et ça c'est plus grave. Elle ne va pas aller à l'école, mais on va l'avoir parmi nous, et elle sera de confiance parce qu'elle sera des nôtres, et elle fera tout le ménage, tous les travaux domestiques. Et qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Il y a déjà la loi. C'est le pire. De dire je vais avoir du bonus dans l'au-delà, c'est une chose. De dire la fille est plus tendre que le garçon, c'est autre chose. Mais de là à avoir comme motivation d'adopter une fille pour en faire une personne qui va travailler qu'on va positionner pour les tâches ménagères, c'est pas normal. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas être poursuivis conformément à la loi qui a été adoptée des petites bonnes. Oui. Donc, parce que c'est une fille adoptive, prise en kafala. Donc il n'a plus le statut de... Donc le problème du contrôle, on n'a pas de contrôle des familles kafiles, normalement.
quand on donne un enfant en kafala, il faut avoir un contrôle Oui, de la part de l'État. Mhm, mhm. Et ne serait-ce que chaque 6 mois ou chaque année, on demande un rapport, où est-ce que l'enfant est arrivé, est-ce qu'il est à l'école, qu'est-ce qu'il fait. C'est le maillon faible. On ne fait pas ce contrôle. On est aborder aussi c'est un autre registre, mais s'il y a quand même aussi un lien, parce que je crois qu'avec votre association Bébé du Maroc, vous travaillez beaucoup aussi depuis plusieurs années sur la gestion de la parentalité Oui. en entreprise. Ça avance ou ça avance pas, ça aussi? Est-ce que c'est que sincèrement, compliqué aussi? on était très ambitieux au début. On a travaillé sur une charte de la parentalité en entreprise en collaboration avec la FEM, l'association des femmes Chef d'entreprise. chefs d'entreprise. On n'a pas voulu faire cette charte nous-mêmes. On s'est dit, on associe avec nous d'autres associations. On a invité plusieurs associations, mais bon, effectivement, on a travaillé avec la FEM. On a essayé de faire signer cette charte à plusieurs entreprises. Oui. On est arrivé à faire signer la charte actuellement à une dizaine d'entreprises. 10. Juste une dizaine, sachant que la charte a été lancée en 2015. Donc il y a 4 ans. Il y a 4 ans. Donc il y a beaucoup de réticence. Pourquoi les entreprises n'adhèrent pas? Ils n'adhèrent pas parce que Pour eux, ils ne font pas le lien entre le bien-être de leur employé en termes de parentalité, c'est-à-dire que je ne parle pas de la femme ou de l'homme, je parle des deux parents. Mhm. Quand on a par exemple une crèche à l'intérieur de l'entreprise et que les parents sont tranquilles par rapport à leur bébé, ou bien quand on adopte le flex time et que on donne quelques flexibilités aux parents qui ont des bébés, ils vont être heureux et ils vont être fidèles à cette entreprise. Ils vont avoir plus de productivité. Donc plus rentable. Et voilà, parce qu'ils seront ça, c'est mathématique, c'est prouvé, ça. Ça c'est prouvé par plusieurs études. Mais malheureusement, cette conviction n'est pas encore arrivée au cerveau de plusieurs Mais dans ces 10 employeurs. entreprises, Asma Bint Slimane, Oui. est-ce que c'est essentiellement des entreprises multinationales qui ont ratifié, qui vous ont accompagné dans cette offre de gestion de parentalité en entreprise, ou c'est les entreprises marocaines? En fait, sincèrement, on a lancé 2 initiatives, oui. La charte et le trophée de l'entreprise amie des parents. Pour les deux, quand on lance l'appel à candidature, par exemple pour le trophée de l'entreprise amie des parents, on reçoit en majorité que les multinationales. Mhm. Pourquoi? Parce que les multinationales, ils reçoivent leurs directives de leur société mère. Ouais. Donc, ils n'inventent rien ici. Par contre, les entreprises marocaines, on rencontre beaucoup de réticences. D'abord, ceux qui ne comprennent pas le pourquoi de la chose. Et la gestion de parentalité, ils comprennent pas pour eux, c'est un sujet très, très marginal qui ne touche pas à leur chiffre d'affaires, alors que c'est pas vrai. Mhm. Quelqu'un qui vient travailler et qui a un bébé et qui l'a laissé, par exemple, avec une petite bonne, il va pas arrêter le téléphone. Il va appeler. Donc, du coup, il est plus concentré par son parce activité. qu'il est concentré sur son bébé, il n'est pas concentré sur son travail. Bon, c'est vraiment une question, là aussi c'est une question de mentalité, on doit faire beaucoup de travail pour changer les mentalités. Mais vous sentez qu'il y a un changement, une évolution des choses, ou vous considérez qu'encore aujourd'hui, en tout cas là-dessus, c'est bloqué? En tout cas, ça avance un petit peu. Ça avance un petit peu parce qu'on a commencé à parler quand même au niveau ministériel de la petite enfance. Et quand on a en 2015 lancé le trophée de l'entreprise amie des parents, quand on a commencé à la parentalité, je me rappelle, on a trouvé du mal à traduire le mot parentalité en arabe et à se mettre d'accord avec la direction de l'enfance sur la traduction exacte, parce qu'en arabe on l'appelle walidiya. Et quand on a fait le spot radio pour annoncer l'événement, les gens, il y en a des personnes qui ont cru qu'on parle de Walidia, la ville de Walidia. Ah d'accord. Parce que la traduction c'est Walidia. Donc Monsieur Walidia. Donc on part de très loin alors.
On part de très loin, vraiment de très loin. Maintenant, au niveau du ministère, déjà, on a fait un programme pour la petite enfance, pour les crèches et les appels à candidature pour les projets de crèche. C'est vraiment... En tout cas, peut-être voilà un sujet aussi qui pourrait être porté l'an prochain dans le cadre du projet de loi de finances 2021 et en faisant du lobbying aussi. Exactement. Sur les enjeux aussi de la gestion de la parentalité. Le taux d'activité des femmes au Maroc, il est en régression. Il est en régression, il est on demande aux femmes de faire des études. Aujourd'hui. Ouais. On demande aux femmes de faire des études, on leur demande de travailler. Les femmes demandent la parité et quand ils sont au travail, ils ont des difficultés à garder leurs enfants. Et la plus simple chez certaines femmes, c'est de quitter leur boulot et de redevenir femme au foyer. Et ça, qui est aussi perçu comme un métier à part entière aussi. Oui, c'est un métier non rémunéré, mais non rémunéré malheureusement ici au Maroc, mais ça touche l'image du Maroc parce que le taux d'activité quand même c'est un des indicateurs sur lesquels on est évalué. On voit qu'on a de vrais enjeux sociétaux aussi dans le cadre du nouveau modèle de développement en tout cas. Exactement. Cette notion de liberté sexuelle en mariage et la conséquence, ces bébés abandonnés, cette question aussi d'assouplissement et aussi mieux encadrer l'adoption, kafala, en tout cas kafala parce qu'on dit kafala chez nous, et cette gestion de la parentalité aussi, comme levier de performance aussi et de rendement productif dans l'entreprise, c'est un véritable enjeu. Exactement. Donc autant de sujets qui à mon avis qui peuvent nourrir aussi une réflexion de fond dans le cadre du nouveau modèle de développement sociétal. Exactement. Merci en tout cas à vous. Merci à vous. Asma Ben Siman, je rappelle que vous êtes présidente de l'association Bébés du Maroc. Merci beaucoup. Merci à vous. Je sais que vous avez une journée bien chargée aujourd'hui. Vous avez fait une exception en venant rapidement chez nous. Merci beaucoup. Donc, merci. J'adore votre émission et vraiment je vous encourage à continuer. La qualité des sujets abordés sont vraiment très 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 importants. On essaie d'aborder tous les sujets. Merci à vous aussi. Merci à vous. Tous les sujets en tout cas qui interpellent la société parce qu'on est dans l'obligation aussi de suivre l'actualité, de pouvoir donner un maximum d'éclairage aussi sur les différents sujets. Merci une fois de plus Asma Ben Siman et belle journée à vous. Merci beaucoup.